et vous l'aurez aussi à disposition, on vous le transmettra, bon, dans l'après-midi, je pense. Pas de souci. Et vous aurez aussi le support. Voilà, donc comme vous l'avez dit, c'est effectivement la dernière session, sur les 6, donc on va pouvoir clôturer. On l'a pris un petit peu dans le sens, chronologique puisque, la semaine dernière, on a vu, le CITES et la rechute, juste avant les risques contentieux. Voilà, tous ces éléments interviennent après la reconnaissance, de l'imputabilité au service, que ce soit l'accident de service, de trajet ou, la maladie professionnelle et celle contractée en service. Donc dans l'ordre chronologique, la réparation, ATI, rente, et voire indemnité, c'est vrai que c'est les éléments en général qui arrivent le plus tard, donc ça reste assez logique qu'on voit ça une fois qu'on a vu tous les autres éléments et puis surtout qu'on puisse expliquer un petit peu tout ce qui découle de la reconnaissance de l'imputabilité et qu'on fasse reposer un petit peu la logique de la réparation sur, tous ces éléments précédents et qu'on a vus, les semaines précédentes. Donc j'espère que tout le monde un petit peu a pu suivre les webinaires, d'avant ou, sinon a pu les rattraper, en regardant les replays ou au moins en lisant les supports. Je pense que ce sera au moins, le minimum pour qu'on puisse, aborder, le sujet d'aujourd'hui. Hem, alors si vous avez des questions, voilà, moi vous devez me connaître un petit peu si vous avez suivi, en général j'étais derrière, aujourd'hui je passe devant, la caméra. Hem, mais aujourd'hui, c'est Florent qui va être derrière et qui va répondre, à vos questions. Donc n'hésitez pas à lui poser sur, l'onglet, questions et réponses, Q&R, à privilégier par rapport à l'onglet, hein, discussion ou chat en fonction des versions que vous avez de Zoom, et puis il répondra au fil de l'eau et à la fin, de la présentation comme, d'habitude, on répondra en détail à toutes vos questions. On a certaines, hein, qui on a déjà, des questions posées donc voilà, on reviendra dessus à la fin, heu, pas de difficulté là-dessus. Voilà. Donc aujourd'hui, on a dit la réparation, l'ATI, la rente et puis tout ce qui est indemnitaire en raison de la responsabilité engagée par, l'agent, de son employeur. Hem, c'est, une procédure, qui, déjà est, très souvent employée, qu'on croise souvent en contentieux. C'est une procédure qui est identique que, vous, soyez, agent de la fonction publique hospitalière territoriale ou de l'État, peu importe que ce soit le service des retraites de l'État ou la CNRACL, cette procédure demeure la même et il n'y a pas de grande différence entre les 3 versants de la fonction publique. Alors on va donc parler aujourd'hui de réparation. Quand on parle de réparation, on parle forcément du coup de responsabilité, voire de faute. Alors pas nécessairement, c'est vrai que, on peut penser que la responsabilité découle de la faute, que la réparation va nécessairement, venir, d'une faute, mais voilà, la faute n'est pas forcément quelque chose qui conditionne l'engagement de la responsabilité dans le cadre de l'ATI, de la rente ou même de l'indemnitaire, puisqu'il y a aussi une responsabilité sans faute qu'on va voir après et puis c'est aussi, une responsabilité de l'employeur en sa qualité seulement d'employeur qui doit garantir ses agents contre, tous les risques, auxquels sont exposés, ses agents. Donc, avant, on avait, ce qu'on appelait, le forfait de pension. C'était, cet élément qui conditionnait, la prise en charge de toute la réparation des agents qui avaient été victimes d'un accident de service ou, d'une maladie professionnelle. Hem et qui permettait, à la victime d'obtenir une réparation, peu importe le fait qu'elle prouve autre chose que l'imputabilité au service. Il suffisait seulement qu'elle, puisse établir que, l'agent avait été, victime d'un accident de service ou, il était atteint d'une maladie contractée en service et dès lors, il pouvait obtenir une réparation sur la base de ce forfait de pension. Il n'avait pas à prouver une faute de la part de l'employeur et en contrepartie, le juge, il considérait donc que l'agent, ne pouvait pas bénéficier d'une réparation complémentaire. Cette règle du forfait de pension, elle était donc exclusive de tout autre, mode, d'indemnisation. C'était, comme ça qu'avant c'était reconnu. Et donc aujourd'hui, pour la prise en charge du risque, ce forfait, ce n'est rien d'autre qu'actuellement l'ATI et la rente viagère?
Oui, exactement, c'est exactement ça. Aujourd'hui, ce forfait-là, le forfait de pension tel qu'il existait avant, aujourd'hui, c'est, l'allocation temporaire d'invalidité et la rente viagère qui permettent, effectivement de prendre en charge cet élément de responsabilité, hem ce n'est pas autre chose. Et quelle est la différence du coup entre l'ATI et la rente viagère? Eh bien, justement, c'est ce qu'on va voir puisque c'est le sujet aujourd'hui. Les éléments, on va voir en détail, ce qu'il en est. Alors c'est très simple, hein, il n'y a pas de difficulté particulière. D'abord, l'allocation temporaire d'invalidité, ça résulte de la reconnaissance d'une invalidité qui est compatible avec l'exercice des fonctions. C'est-à-dire que l'agent, il a été reconnu comme étant, invalide en raison, d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, mais il peut continuer à exercer ses fonctions. D'autre part, la rente viagère d'invalidité, l'agent est reconnu également invalide, en raison d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, mais cette invalidité ne peut lui permettre d'exercer ses fonctions. Elle est incompatible avec l'exercice de ses fonctions. Vous avez, les références, en matière, de fonction publique, hospitalière, territoriale et d'État. Et donc cette ATI ou cette rente sont la conséquence de la reconnaissance de l'imputabilité. Un agent qui est bénéficiaire d'un CITIS pourra bénéficier de l'ATI? Alors pas nécessairement, c'est différent puisque effectivement, et c'est important de le noter, le CITIS, ne va pas nécessairement donner lieu au versement de l'allocation temporaire d'invalidité. Ça ne veut pas dire que, forcément l'agent qui a, une reconnaissance de CITIS ne va pas bénéficier de l'ATI, mais c'est pas automatique. Pour que je vous explique en détail ce qu'il en est, c'est surtout que l'agent qui, a bénéficié d'une reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident ou de sa maladie et qui, à la suite de cette reconnaissance, hein, on l'a vu dans les 5 webinaires d'avant, va, intégrer le CITIS, va bénéficier d'un congé, d'invalidité temporaire imputable au service. Cet agent-là, ne va pas nécessairement bénéficier de l'ATI puisque ce n'est pas parce qu'il va intégrer le CITIS qu'il remplit toutes les conditions, hem, liées à l'ATI. En fin de compte, il va bénéficier du CITIS parce qu'il a rempli les conditions d'un côté et il ne pourra bénéficier de l'ATI que si il remplit les conditions pour en bénéficier d'un autre côté. C'est-à-dire qu'on recommence la procédure pour, étudier s'il remplit toutes les conditions ATI et on recommence la procédure qu'on a initiée dans le cadre de la reconnaissance d'imputabilité, dans le cadre de l'octroi du CITIS. On la recommence du début pour l'ATI. C'est pour ça que ce n'est pas nécessairement automatique. Il a le CITIS, à voir s'il peut bénéficier de l'ATI au terme d'une procédure qui est identique à celle, initiée dans le cadre du CITIS. D'accord. Et donc quelles sont les conditions pour bénéficier de l'ATI? Alors on va aller voir tout de suite. Hem, alors toutes les conditions, d'abord, hein, je l'ai dit juste avant, c'est, surtout une invalidité, compatible avec les fonctions. C'est-à-dire que l'agent, il a été reconnu comme étant en incapacité, enfin, il a été reconnu comme étant atteint, d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, mais l'invalidité qui en résulte, elle est compatible avec l'exercice de ses fonctions. Il peut donc continuer, à travailler. D'autre part, il doit justifier d'une invalidité permanente, donc qui résulte soit d'un accident de service qui a entraîné une incapacité permanente d'un taux égal au moins à 10 donc une incapacité permanente qui doit être reconnue au moins à 10 soit, heu cette invalidité permanente résulte de l'une des maladies d'origine professionnelle qui est énumérée dans les tableaux. C'est-à-dire que pour pouvoir en bénéficier de cette ATI, il doit soit être victime d'un accident de service dont l'incapacité permanente était moins égale à 10 soit bénéficier, avoir été atteint d'une maladie professionnelle qui est reconnue par le tableau des maladies professionnelles. Ce sont, ces conditions-là. Si, il n'est pas, reconnu atteint d'une maladie professionnelle, présentée au tableau des maladies, à ce moment-là, il peut aussi bénéficier d'une ATI si, cette maladie hors tableau a entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25. Donc c'est soit une maladie reconnue avec une incapacité à 10 soit un accident de service avec une incapacité au moins à 10 soit une maladie reconnue dans le tableau des maladies professionnelles, soit une maladie hors tableau, mais à ce moment-là avec une incapacité
permanente d'au moins 25%. D'accord, ça veut dire qu'une reconnaissance de l'imputabilité au service des conséquences d'un accident ouvrant droit au CITIS n'entraîne pas directement le versement d'une ATI? C'est ça, exactement. C'est pas forcément directement lié. Il faut d'abord pouvoir établir ces éléments. Mais après, en l'état de la jurisprudence, c'est ça, c'est que il faut d'abord recommencer la procédure pour pouvoir étudier l'octroi de l'ATI à l'agent, savoir s'il remplit les conditions qui sont énumérées, c'est-à-dire les 10% pour un accident de service, une maladie reconnue dans le tableau, ou bien une incapacité permanente d'au moins 25% si la maladie est hors tableau. C'est des acteurs différents qui vont reconnaître d'un côté l'imputabilité au service de l'agent quand il est atteint de son accident ou de sa maladie, et d'autre côté, la question de savoir s'il peut bénéficier de l'ATI, c'est d'autres acteurs qui vont la reconnaître, et du coup, on va recommencer cette procédure à l'appui de d'autres documents, notamment la preuve de ce taux d'incapacité permanente partielle. D'accord, donc en fait, il y a des conditions également de taux, comme vous l'indiquez, donc moins de 10% pas d'ATI à la suite d'un accident et moins de 25% pas d'ATI pour les maladies hors tableau. Exactement, c'est exactement ça. Si, donc je le répète, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, madame Richet, soit l'accident de service présente une incapacité permanente de moins de 10% et à ce moment-là, il n'y a pas d'ATI. Si la maladie n'est pas dans le tableau et qu'elle présente une incapacité de moins de 25%, pareil, pas d'ATI. Contrairement au régime général, hein, il n'y a pas de rente en capital en dessous de 10%. Et ensuite, pour les maladies, il faut en effet qu'elles soient prévues dans le tableau. Sinon, il sera nécessaire d'établir les 25% d'incapacité permanente partielle. Alors, à noter que le CITIS, hein, il met fin à une contradiction en introduisant le taux de 25% pour la reconnaissance. D'accord. Et si je suis atteint d'une maladie professionnelle et que je subis les séquelles d'un accident? Alors ça, c'est une question qui est intéressante et que j'imagine beaucoup se posent, puisque effectivement, il y a une question de la concomitance entre le fait d'être atteint d'une maladie professionnelle et le fait d'avoir subi un accident de service. L'agent peut avoir subi les deux et éventuellement bénéficier d'une réparation au titre de chacune de ces deux situations. Et donc, lorsqu'il y a concomitance entre la maladie professionnelle et l'accident de service, donc la concomitance des séquelles, bien entendu, hein, de l'accident de service avec la maladie professionnelle, le taux d'incapacité permanente qui résulte de l'accident doit être au moins égal à 10% pour être pris en compte dans le calcul de l'allocation, et de 25% si la maladie est bien entendu hors tableau, si elle n'est pas présentée dans le tableau des maladies professionnelles. Je vous donne un exemple. Si un agent est atteint d'un taux de 6% pour un accident de service et atteint d'un taux de 8% pour une maladie professionnelle, seule la maladie professionnelle pour 8% sera indemnisée, puisque si elle est présentée dans le tableau et que donc elle peut être prise en charge au titre de l'ATI à compter des 1% d'incapacité permanente partielle, alors que l'accident de service, lui, ne devra être qu'à partir de 10%. Et là, dans cet exemple, l'agent justifiera d'un taux de 6%, donc insuffisant pour bénéficier d'une prise en charge au titre de son accident de service. Je vous donne un autre exemple. Si un agent est atteint d'un taux de 20% pour un accident de service et d'un taux de 8% pour une maladie professionnelle, les deux événements donnent lieu à une indemnisation avec un taux de 28%, puisqu'on a le plus de 10% pour un accident de service et qu'on est à 8% pour une maladie professionnelle. Donc, si elle est présentée dans le tableau, ce sera effectivement une prise en charge pour ces deux-là. Et quels sont les délais pour demander une ATI? Alors, les délais, la demande d'allocation doit, pour être acceptée, présenter dans le délai d'1 an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. Voilà. Bien que, alors c'est la consolidation officielle, bien entendu, c'est la consolidation qui est reconnue et éventuellement établie
par le médecin agréé. Parce que le juge administratif, il l'a rappelé, hein, bien que l'agent qui reprend son service avant la consolidation doit présenter sa demande du bénéfice de l'ATI dans l'année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de sa blessure ou de son état de santé. La demande introduite de l'agent avant consolidation, elle demeure quand même valable, donc c'est quelque chose qui est envisageable, sans qu'il soit tenu de la réitérer jusqu'à que l'autorité saisie se prononce. C'est-à-dire qu'il doit demander ce bénéfice de l'ATI après consolidation, mais éventuellement, il peut le faire avant sans avoir besoin de renouveler sa demande. Et qui fixe la date? Alors, cette date, elle est fixée par la commission de réforme qui est prévue à l'article 31 du décret du 26 décembre 2003, le décret relatif à la CNRACL, lorsque l'accident ou la maladie donne lieu à l'attribution d'un congé au titre du régime statutaire de réparation des accidents du travail applicable à l'agent ou à défaut par un médecin assermenté. Et comment est calculée cette ATI? Alors, c'est justement ce qu'on va voir maintenant, la manière dont est calculée l'ATI, puisque son montant est déterminé selon la valeur de l'indice 245, multiplié par le taux d'invalidité retenu, divisé par 12. Alors, l'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au 4e alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé. Donc, voilà, par exemple, je vais vous donner des exemples. Un agent qui est atteint d'une incapacité permanente de 15% à la suite d'un accident de service, le montant de son ATI sera de 5 623,23 fois 245 divisé par 100 fois 15% divisé par 12 et sera égal à 172,21 €. D'accord. Donc, tout dépend du taux finalement. Et qui fixe et comment est fixé le taux? Alors, c'est ça la question importante, effectivement. Qui fixe le taux le taux, c'est la commission de réforme qui va fixer, qui va déterminer ce taux après avis du médecin agréé. Et le médecin agréé, parce que si c'est le médecin agréé qui fixe le taux, nécessairement, on se demande comment est-ce que lui-même l'apprécie ce taux-là. Il est déterminé compte tenu d'un barème indicatif qui est fixé par le décret 68-756, donc du 13 août 1968. Il apprécie ce taux en déterminant les éléments sur le fait qu'il y ait des par rapport à la validité restante de l'agent. C'est-à-dire qu'en gros, le décret il prévoit que dans le cas d'aggravation d'infirmité préexistante, le taux d'invalidité à prendre en considération, il est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent. C'est-à-dire qu'on va regarder ce qui complète le fait qu'il ne soit invalide. Cette disposition-là, le juge l'a reconnue, elle a entendu limiter l'application de la règle de la validité restante pour le calcul du taux d'invalidité, résultant du cumul d'invalidité à la seule hypothèse de l'aggravation d'infirmité préexistante. C'est-à-dire qu'un tel rapport d'aggravation entre deux infirmités résulte soit d'une relation médicale, soit d'un lien fonctionnel entre elles. C'est pour ça qu'on en est à l'étude du taux d'invalidité par rapport à la validité restante de l'agent sur la base de la détermination du taux. Alors, ou sinon, voilà, on a cette étude de l'invalidité restante ou la règle de Balthazar. La règle de Balthazar. C'est à la règle de Balthazar, on va prendre vous connaissez la règle de Balthazar, c'est la règle de l'invalidité restante. On va prendre les invalidités qui résultent de toutes les suivantes et elles ne vont pas s'additionner. En fin de compte, les invalidités ne vont pas toutes s'additionner. C'est quelque chose d'un peu compliqué, on ne va pas revenir en détail dessus, mais c'est un calcul spécifique qui permet de déterminer justement le calcul de cette ATI de manière concrète. Alors, je peux vous donner quelques petits éléments, hein. On a
un receveur des douanes et droits indirects victime de 3 accidents de service survenus respectivement, par exemple, le 7 septembre 1978, le 3 décembre 1985 et le 24 juin 1996. Il a bénéficié à partir du 24 janvier 1997 d'une allocation temporaire d'invalidité sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 12%. Voilà, si on retient, dans le cadre du calcul de cette règle, l'accident de 78 avec une séquelle, avec l'absence de séquelles, l'accident de 85 avec un pourcentage de 5% de séquelles et celui de 96, 5% de séquelles, à ce moment-là, le taux global retenu pour son invalidité sera de 10%. On prend ensuite la validité restante, donc de 100, qui sera un taux de 0 pour l'accident de 78. Pour l'accident de 85, on prend la validité restante avec le taux qui est retenu de 5%. Ensuite, pour l'accident de 96, on prendra les séquelles de 5% en enlevant de la validité restante celle de l'accident de 85. Dans ce cas-là, on atteindra un taux global de 9,75% en appliquant cette règle de la validité restante. Quelque sorte, la seconde incapacité permanente ne peut être regardée comme une aggravation de la première et ensuite le taux d'invalidité résultant du troisième accident ne doit pas être calculé par rapport à la validité qui lui reste. Ok. Voilà pour Vous vous. pouvez donner un autre exemple? Oui, pas de souci. Si un agent est victime, par exemple, le 20 février 92, d'un accident imputable au service qui entraîne une incapacité permanente partielle du genou gauche. Le 7 février 96, il est victime d'un second accident, également imputable au service, qui entraîne une incapacité permanente partielle de la cheville droite, du poignet droit et du pouce droit, donc sur d'autres membres. Dans le cadre de la révision quinquennale de l'ATI, parce que tous les 5 ans, l'ATI est révisée, il a été procédé à un nouvel examen de ses droits à l'ATI. L'expertise médicale a retenu les pourcentages d'invalidité suivants: 12% pour le genou gauche, donc par rapport à l'accident reconnu imputable en 92, 28% pour la cheville droite, un des accidents reconnus en 96, 15% pour le poignet droit et 3% pour le pouce droit. Voilà. C'est une jurisprudence bien connue. Du coup, si on reprend le calcul fait précédemment, les séquelles en raison de chacun de ces membres, donc la cheville droite, on a 28%, le poignet droit 15%, le genou gauche 12% et le pouce droit 3%. Le taux global sera calculé sur la base de la validité restante. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte le fait qu'il a 28% pour la cheville droite. Donc, on arrive à 72% quand on étudie la validité restante au regard du poignet droit. On arrive à 10,80. Ensuite, pour le genou gauche, de la même façon, on procède, etc., jusqu'à arriver au taux global. Et à ce moment-là, on parvient à un taux d'invalidité restante par rapport à toutes ces séquelles de 47,75 et on l'arrondit à 48 puisque c'est la règle de l'arrondir à l'entier supérieur et c'est la Caisse des dépôts qui procède à cet élément de calcul sur l'arrondi. D'accord. Dans l'exemple que vous citez, là, vous parlez d'une révision quinquennale de l'ATI. Donc, ça veut dire que l'ATI est modifiable une fois octroyée? Exactement. Alors, elle est automatiquement modifiée et éventuellement à la demande de l'agent. Si il en fait la demande, effectivement, il peut bénéficier d'une révision. Elle est révisée automatiquement 5 ans après la première attribution. On appelle ça la révision quinquennale. Et elle peut l'être aussi à la demande de l'agent en cas d'aggravation de son état de santé durant son activité et au maximum tous les 5 ans après le dernier examen des droits. Il y a un réexamen global auquel il est procédé en cas de survenance d'un nouvel accident ou d'une maladie contractée en service. Et après, à la radiation des cadres, cette révision intervient aussi avant la première révision, c'est-à-dire au moment où l'agent, si il est radié des cadres moins de 5 ans après avoir bénéficié de l'ATI, au moment de la radiation des cadres, on procède à cette révision automatique, et même s'il n'a pas encore bénéficié de la première révision quinquennale. Et bien entendu, aucune révision n'est possible après la radiation des cadres.
Donc, si je résume, il y a l'accident, l'agent subit un accident, la consolidation est constatée, l'agent reprend. Dans l'année qui suit la reprise, il fait une demande d'allocation temporaire d'invalidité, il bénéficie de l'ATI, qui est ensuite révisée au bout de 5 ans. À nouveau, 5 ans après, l'agent peut demander la révision de son taux. Encore une fois, il peut en demander. Et à partir de la radiation des cadres, on ne procède plus à cette révision-là. Alors, si jamais il y a un nouvel événement qui est constaté alors qu'il bénéficie de l'ATI qui est en fonction et que cet nouvel événement est consolidé, à ce moment-là, il peut demander une révision à partir du moment où il est radié des cadres. Et à ce moment-là, son allocation temporaire d'invalidité sera prise en compte en fonction de ce nouvel événement. D'accord. Et jusqu'à quand est versée l'ATI? Alors, potentiellement, elle peut être versée à vie. Mais l'allocation temporaire d'invalidité cesse tout de même d'être versée lors d'une révision si le taux constaté il est devenu inférieur à 10% en cas d'accident de service ou inférieur à 25% si la maladie n'est pas désignée par les tableaux des maladies professionnelles. Normalement, il s'agit d'un avantage qui n'est pas réversible, mais l'allocation est payée dans tous les cas jusqu'à la fin du mois. Après, l'allocation, elle cesse d'être versée également au décès du fonctionnaire qui a ouvert droit à l'allocation, ce qui est logique, et également si la radiation des cadres résulte de l'aggravation de l'invalidité qui a ouvert droit à l'allocation, elle est alors remplacée par une rente viagère d'invalidité. Dans les autres cas, elle est bien entendu maintenue. D'accord. Ça nous permet de faire le lien avec l'autre forme de forfait, la rente viagère? Exactement, la rente viagère d'invalidité, c'est l'autre élément qu'on a expliqué au tout début. Dans ce cas-là, c'est autre chose. C'est le fonctionnaire qui peut bénéficier d'une rente viagère d'invalidité s'il se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités qui résultent de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans l'intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et, bien entendu, si cet agent n'a pas pu être classé. Je vous donne un exemple. On a des cas dans la jurisprudence d'un adjudant de gendarmerie qui a subi une invalidité entraînée par un syndrome dépressif consécutif à sa mise en examen pour corruption passive et qui n'a pu intervenir qu'à raison des fonctions qu'il exerçait et compte tenu notamment de l'ordonnance de non-lieu qui avait été rendue à son endroit à titre définitif et qui a été reconnue imputable au service. Le juge administratif, il l'a dit aussi, pour bénéficier d'une rente viagère d'invalidité, l'agent radié des cadres pour invalidité, alors qu'elle était victime en service de brimades répétées, était caractérisée en particulier par des dégradations systématiquement commises dans les salles de classe après son passage pour les nettoyer, quand bien même cette pathologie n'a pas été reconnue imputable par l'employeur, nonobstant le fait qu'il existe un décalage entre la gravité de l'état dépressif présenté par l'agent et les difficultés qu'elle avait rencontrées dans son milieu professionnel. L'impossibilité permanente d'exercer ces fonctions doit être regardée comme ayant pour cause directe des faits précis survenus dans le cadre du service. Dans ce cas-là, l'agent, il se trouve dans l'incapacité permanente, il s'était trouvé dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités qui résultent de blessures de maladies contractées ou aggravées en service et n'a pas pu être classé, il peut bénéficier d'une rente viagère d'invalidité. Il y a deux questions qu'on va trouver dans la F4 ou dans les documents de l'État qui semblent bien illustrer ces propos-là. En cas de coexistence d'infirmité imputable et non imputable au service, la question c'est de savoir est-ce que les blessures ou maladies contractées en service contribuent à la mise à la retraite pour invalidité, pour inaptitude du fonctionnaire? C'est la première question. Et la deuxième question, c'est en cas de coexistence d'infirmité imputable et d'infirmité non imputable, est-ce que ces dernières le placent à elles seules dans l'incapacité définitive de travailler? Voilà, ce sont ces deux questions qui vont pouvoir permettre de définir si l'agent il est dans
placé dans une incapacité qui permettrait de donner lieu au versement d'une rente viagère. Alors après, on peut se poser la question aussi de savoir quelle est l'articulation entre la rente viagère et l'allocation temporaire d'invalidité de l'agent, c'est-à-dire l'agent qui pourrait y ouvrir droit alors qu'il a ouvert droit à une allocation temporaire d'invalidité. Donc, si une ou plusieurs infirmités sont déjà indemnisées par une allocation temporaire d'invalidité, cette infirmité ou ces infirmités, est-ce qu'elles sont compatibles avec la poursuite d'une activité professionnelle? C'est la question qu'il faut d'abord se poser. Et à ce moment-là, on, on va d'abord étudier le cas de l'aggravation de l'incapacité qui a ouvert droit à l'ATI. Donc, lorsque le fonctionnaire est radié des cadres pour invalidité imputable au service du fait de l'aggravation de l'invalidité qui a ouvert droit à l'allocation temporaire, elle est remplacée par la rente d'invalidité. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, au moment de l'allocation temporaire d'invalidité. Si jamais l'agent y a ouvert droit, au moment de sa radiation des cadres, elle est remplacée par la rente d'invalidité. Et à ce moment-là, le taux d'invalidité à prendre en considération pour le calcul de cette rente, il est apprécié au jour de la radiation des cadres. Si toutefois l'invalidité est indépendante d'une incapacité déjà rémunérée par l'ATI, à ce moment-là, elle est maintenue. Et dans cette éventualité-là, la rente d'invalidité ne rémunère que la nouvelle invalidité qui est appréciée par rapport à la validité restante de l'agent, c'est-à-dire les éléments qu'on a vus juste avant. Alors, je vais vous expliquer un petit peu l'articulation avec l'ATI. Donc, si l'invalidité est indépendante d'une incapacité qui est déjà rémunérée par l'ATI, par rapport à ces éléments qu'on a vus, un fonctionnaire qui a été victime d'un accident de service en 2008, qui lui a ouvert droit à une ATI avec un taux d'IPP de 12%, par exemple des séquelles au poignet, le fonctionnaire est plus tard atteint d'une dépression reconnue imputable à la suite d'une agression en service qui lui occasionne un taux d'IPP de 30% et qui le rend inapte à ses fonctions sans possibilité de reclassement. Il est radié des cadres pour invalidité imputable au service. À ce moment-là, le taux d'IPP sera calculé selon ces éléments. C'est-à-dire le premier accident, il aura été reconnu atteint d'une IPP de 12%. La validité restante sera de 100% bien entendu. Le second accident sera de 30%. Donc, si on prend en compte ce calcul de la validité restante, on fait bien 100 moins 12, 88%. Pour l'ATI, l'incapacité permanente qui sera prise en compte sera celle de 12%. Et pour la rente viagère d'invalidité, ce sera 26,4%. Le fonctionnaire il continuera à percevoir son ATI calculé sur la base d'un taux de 12%. Et quand il sera radié des cadres pour invalidité imputable au service, il percevra une pension civile ou une pension CNRACL d'invalidité, plus sa rente viagère. Alors, vous avez évoqué 2 cas de versement de la rente. Là, on a vu en cas d'invalidité indépendante d'une incapacité. Et qu'en est-il de la rente versée pour l'aggravation de l'incapacité? Alors, effectivement, il y a un second cas de versement, c'est le fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres de l'agent et qui en fait la demande. Alors, le bénéfice de la rente viagère est réservé aux fonctionnaires qui sont atteints de maladies professionnelles, c'est-à-dire de maladies contractées ou aggravées en service, et non pas de séquelles d'un accident de service apparu tardivement. Cet élément-là, ça résulte d'un objectif du législateur qui a été d'ouvrir le droit à la rente viagère aux fonctionnaires retraités qui est victime de maladies de longue latence survenues postérieurement à la date de radiation des cadres. Par exemple, en matière d'amiante, le tableau des maladies professionnelles va reconnaître un cancer, par exemple, bronchopulmonaire comme pathologie, et la durée, il va reconnaître dans la deuxième colonne la durée de latence et la durée d'exposition. La durée de latence, ça peut être de 40 ans. Dans le tableau des maladies professionnelles, il est reconnu 40 ans, c'est-à-dire que la victime d'un cancer bronchopulmonaire peut avoir été exposée 40 ans avant la reconnaissance de sa pathologie. Elle peut avoir été exposée à l'amiante 40 ans avant cette déclaration de son cancer bronchopulmonaire. Du coup,
l'objectif du législateur, il a vraiment été de prendre en compte cette durée de latence, de longue latence de certaines maladies qui peuvent apparaître longtemps après l'exposition pour pouvoir ouvrir droit à une rente viagère d'invalidité et le fait qu'il l'ait quand même contracté en service. Donc, en l'espèce, les pathologies qui sont déclarées par le requérant, qui peuvent être qualifiées de rechute, d'accident de travail, liées à une aggravation physique subie durant son service, ne peut, alors même que la commission de réforme a retenu un taux d'IPP de 15%, ouvrir droit à une rente viagère d'invalidité. La Cour administrative de Bordeaux, en 2018, a reconnu cet élément-là quand elle a précisé quel était l'objectif du législateur. Et comment est calculée cette rente? Alors, cette rente, elle est calculée en prenant le traitement indiciaire brut et en le multipliant par le pourcentage d'invalidité imputable. Il y a une limite. Si le montant du traitement indiciaire brut dépasse la valeur de l'indice majoré 681 au 1er janvier 2004, elle est revalorisée. La fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Il n'est pas tenu compte de la fraction qui excède 10 fois ce montant brut. Et il y a également un plafond qui est posé. Le montant cumulé de la pension d'invalidité et de la rente viagère ne peut pas dépasser le montant de la rémunération de base qui a servi au calcul de la pension. D'accord. ATI et rente constituent donc le forfait de pension. Il semble qu'il avait été remis en cause. Et effectivement, il a été remis en cause puisqu'il y a plusieurs éléments qui pourraient venir pour critiquer cet élément-là. C'est notamment ceci, c'est l'absence de réparation au titre des souffrances physiques ou morales, puisqu'elle n'était pas prise en compte dans l'ATI ou la rente viagère. Et on avait aussi l'absence de réparation intégrale, même en cas de faute de l'employeur, c'est-à-dire que si l'employeur était reconnu comme étant responsable d'une faute, l'agent n'avait pas cette indemnisation au regard de ce forfait-là. L'employeur ne se voyait pas infliger de sanctions ou de réparations qui pouvaient intervenir comme reconnaissance de sa responsabilité dans l'invalidité de l'agent. Ces éléments-là généraient une certaine incohérence parce que les ayants droit étaient aussi bien moins lotis que les concubins, le forfait de pension ne s'appliquant pas aux concubins. Et dans certains cas, on avait une disparité des éléments, notamment, par exemple, un agent de la fonction publique d'État qui était victime d'un accident de trajet dû à un mauvais entretien de la route ne pouvait pas faire un recours possible s'il était survenu sur une route nationale. Et par contre, il avait un recours possible si c'était survenu sur une route départementale. Du coup, ce forfait de pension, il a été remis en cause. Et les dispositions qui instituent en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminaient forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés pouvaient prétendre, bien entendu, comme on l'a vu, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Mais ces réparations-là ne font pas obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré du fait de l'accident de la maladie des dommages qui ne revêtent pas un caractère patrimonial, donc là c'est la remise en cause de ce forfait de pension qui ne prenait pas en compte ces éléments de la réparation des dommages qui ne revêtaient pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique, d'agrément ou des troubles dans les conditions d'exercice, ainsi que tous les préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux précités, souffrances physiques, morales, etc. Et à ce moment-là, ces éléments ne faisaient pas obstacle à ce que la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire qui répare ces chefs de préjudice. Donc, le fait que l'agent bénéficie d'une ATI ou d'une rente viagère ne fait pas obstacle à ce qu'il perçoive une réparation de ces préjudices patrimoniaux d'une autre nature, mais elle ne fait pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun puisse aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage qu'il a subi, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie est imputable à une faute. Et à ce moment-là, on établit la faute
de l'employeur public et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice que l'agent a subi pour engager sa responsabilité, notamment, comme le juge a pu le reconnaître à plusieurs reprises, en 2003, en 2019, hein, dans le cas où l'état d'un ouvrage public lui incomberait. Alors, dans ce cadre-là, dans le cadre de l'engagement de cette responsabilité, en plus du versement, hein, dans le cadre du forfait de pension, de l'allocation temporaire d'invalidité ou de la rente viagère, il y a 3 étages d'indemnisation, hein. D'abord, on va avoir les pertes de revenus et l'incidence professionnelle qui résultent de l'atteinte à l'intégrité physique de l'agent, donc qui sont réparées sous certaines conditions par l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité ou d'une rente viagère d'invalidité, c'est ce qu'on a vu jusque-là. Ensuite, dans un second temps, on va avoir tous les préjudices qui ne sont pas patrimoniaux, comme les souffrances physiques ou morales, le préjudice éthique, le préjudice d'agrément, ou encore le déficit fonctionnel temporaire ou permanent, ainsi que les préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux qui ont été cités juste avant, et qui peuvent être indemnisés en l'absence de toute faute. Ça, c'est la responsabilité sans faute. Et le troisième étage de cette indemnisation, c'est la réparation intégrale de l'ensemble du dommage, si on est en mesure d'établir la faute de l'employeur public, c'est-à-dire qu'il a commis une faute qui a conduit à ce que l'agent subisse l'accident pour lequel il a ensuite bénéficié d'une ATI ou d'une rente viagère. Alors, il peut aussi voir sa responsabilité engagée, même si il n'a pas versé, même si il n'a pas reconnu l'imputabilité au service. Vous auriez des exemples de comportements fautifs de l'employeur? Oui, bien sûr, j'en ai beaucoup de ces exemples. Alors, on peut citer un exemple répandu, c'est l'absence de mesures de prévention et de protection des agents au sein d'une imprimerie nationale alors qu'ils étaient exposés à des produits toxiques. C'est une faute de la part de l'administration de les avoir laissés exposer à ce risque sans avoir mis en place des mesures de prévention et de protection. On a aussi un autre exemple, hein, du retard mis par l'employeur dans la nouvelle affectation d'une infirmière titulaire qui est devenue allergique au formol, alors que l'employeur avait été régulièrement informé du risque sur un poste qui ne comportait pas de contact avec le produit. Le fait de ne pas l'affecter sur ce poste-là est constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité. C'est un arrêt important du 4 juillet 2003. Un autre exemple, on a aussi le manque chronique d'effectifs qui amène l'agent à effectuer des actes sur des patients qui ne relèvent pas de sa compétence et qui sont notamment à l'origine de la contamination de ce dernier par l'hépatite C. Cet élément-là est constitutif d'une faute dans l'organisation du service qui ouvre droit à une réparation des préjudices matériels, bien entendu sous réserve qu'ils fournissent les éléments suffisamment circonstanciés. D'accord. Est-ce que l'employeur peut s'exonérer de cette responsabilité? Bien entendu. Alors, il y a plusieurs cas dans lesquels l'employeur peut s'exonérer de cette responsabilité. On a d'abord le comportement de l'agent. Voilà. Le comportement de l'agent, alors, la faute n'est pas un motif de refus d'imputabilité. Ça, le juge est assez clair là-dessus. Cependant, l'agent qui ne respecte délibérément pas les aménagements de poste mis en œuvre par son employeur sur le fondement de l'avis du médecin de prévention ne peut pas demander réparation sous la forme de dommages et intérêts des préjudices personnels qui sont consécutifs à l'accident dont il a été victime. Voilà. Alors, la simple faute de l'agent ne suffit pas à refuser l'imputabilité, mais il faut tout de même pouvoir établir que l'agent a pu délibérément ne pas respecter certains éléments tels que les aménagements de poste. L'accident de l'agent qui est survenu alors qu'il procédait à ces opérations de nettoyage sous l'une table de salle de réfectoire sans utiliser le matériel adapté qui avait été mis à sa disposition par l'employeur et en contradiction avec les recommandations du médecin de prévention, peut aussi éventuellement amener à cette exonération. Le juge a pu le reconnaître à l'occasion d'un arrêt de la Cour administrative de l'appel de Nancy le 20 mars 2014. On a d'autres exonérations partielles de la responsabilité de l'administration en la matière, hein, dans le comportement de l'agent. C'est éventuellement une faute
d'imprudence commise par l'agent qui se place dans le godet d'une tractopelle avant de déverser des sacs d'aliments pour bovins dans un bac situé en hauteur qui a occasionné une blessure à la main. Ça peut exonérer l'administration, en l'espèce de cet arrêt de Cour administrative d'appel de Bordeaux, l'INRA. Ça l'exonère de manière partielle de sa responsabilité sans faute, à hauteur de 20%, dans la mesure où, d'une part, il n'est aucunement établi que la pelle mécanique, seul autre engin disponible, aurait été plus adapté à la tâche à accomplir, et d'autre part, surtout, l'INRA se bornait à affirmer que des consignes de sécurité auraient été transmises au directeur de site et que des mises en garde auraient été faites aux techniciens quant à l'utilisation de cette tractopelle, sans l'établir par quelque document que ce soit. Du coup, on s'en est tenu à une exonération partielle de la responsabilité de l'employeur public dans ce cas. Alors, par contre, c'est une appréciation au cas par cas par le juge qui est faite et il y a d'autres possibilités pour s'exonérer de la responsabilité fautive, éventuellement prouver que tout a été mis en œuvre pour éviter absolument un quelconque accident de ces agents. Par exemple, une infirmière affectée au bloc opératoire, chargée notamment de procéder à la désinfection des endoscopes, tâche qu'il a exposée à partir de 1996 et jusqu'au 15 avril 1999 à des émanations de glutaradéhyde, a été victime d'un malaise le 15 avril 1999 au cours d'une opération de désinfection et à la suite duquel son allergie au glutaradéhyde a été diagnostiquée. La responsabilité fautive de l'employeur n'est pas retenue par le juge dans ce cas-là, au motif que l'employeur a prescrit dès 1995 aux infirmières chargées de la désinfection des endoscopes l'utilisation d'un masque et le port de gants, d'une surblouse, de lunettes dont le port n'a été préconisé pour l'usage du glutardéhyde par le ministère du Travail et de la Protection sociale que par une circulaire d'avril 1996. C'est-à-dire que la connaissance de ces éléments de protection n'avait été portée à la connaissance de l'administration que tardivement, et eux l'ont fait bien avant. Du coup, vous avez mis en place certains éléments de protection. Et une lettre en date du 20 octobre 1987 du médecin du travail saisi de la question a relevé que le local où la désinfection des endoscopes était réalisée bénéficiait d'une aspiration et estimait que la technique d'utilisation était adéquate. Dans ce cas-là, le juge il a pu considérer que l'employeur avait réagi rapidement en saisissant les instances compétentes de l'établissement, notamment le CHSCT, à la suite d'une lettre rédigée, notamment en l'espèce le 12 mars 1999 par 6 infirmiers du bloc opératoire qui manifestaient leur orientation de cesser de procéder à la désinfection des endoscopes au motif de l'insuffisante ventilation du local de désinfection des endoscopes. D'accord, ok. Et quels sont les préjudices indemnisables et comment est-ce qu'ils sont comment sont-ils calculés, pardon? Alors ça, c'est toute une étude, effectivement. Le juge, il s'inspire notamment de la nomenclature qu'on appelle d'Intilac, du nom de cette personne qui l'a mis en place, qui est régulièrement mis à jour, mais qui donne des fourchettes assez importantes. Je vais vous donner quelques exemples de préjudices extra-patrimoniaux, notamment en matière de déficit fonctionnel temporaire. La nomenclature d'Intilac a pu donner une réparation d'un préjudice à hauteur de 1 500 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 12% subi par un agent qui avait été victime d'un accident de service pendant une durée de 24 mois avant consolidation. Voilà, c'est un exemple assez récent du 1er avril 2019 qui nous vient de la Cour administrative d'appel de Bordeaux. On a aussi dans la nomenclature d'Intilac un exemple de déficit fonctionnel permanent. Un agent âgé de 45 ans atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 14%, il pourra être indemnisé à hauteur de 1 840 fois 14%, c'est-à-dire 25 760 €. La nomenclature nous permet de déterminer, en fonction du pourcentage de DFP et l'âge de l'agent, à combien il pourrait prétendre en indemnisation de son déficit fonctionnel permanent. Voilà. S'il est âgé de 45 ans et que sa DFP est de 14%, donc c'est entre 11 et 15%, on prendra les 1840 et on les multipliera par le taux de DFP qui aura été déterminé par le médecin agréé. Alors,
Les préjudices extra-patrimoniaux, de la même façon, cette nomenclature d'Antillac va nous fixer des fourchettes. Donc, les souffrances endurées, hein, le Precium doloris, notamment d'un agent qui résulterait de son affection par la sclérose en plaques. Si cette souffrance endurée est de 4 sur 7 sur l'échelle des souffrances, c'est-à-dire la souffrance maximale est à 7 et la souffrance minimale est à 0 ou 1, il serait fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 7 500 euros. C'est un premier exemple, c'est-à-dire cette souffrance de 4 sur 7 pourrait donner lieu à une réparation à hauteur de 7 500 euros. En tout cas, elle serait considérée comme raisonnable. De la même façon, pour le préjudice esthétique, temporaire ou définitif, hein, notamment le préjudice esthétique lié à la prise de poids, s'il est de 1 sur 7, à ce moment-là, le juge a pu considérer qu'il serait fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 900 euros. On a aussi la prise en compte du préjudice d'agrément. Donc, dans un exemple où le requérant s'y justifie avoir dû renoncer notamment aux activités sportives qu'il pratiquait régulièrement, il a subi un préjudice d'agrément et il aura été fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 15 000 euros. Préjudice d'agrément, ça peut aussi être renoncer aux activités de pêche le week-end ou à la jardinerie, aux activités de jardinage qu'on faisait le week-end en raison d'un accident subi ou d'une maladie contractée en service. La nomenclature d'Antillac va aussi prévoir l'indemnisation du préjudice moral. Donc, si un agent il a subi un préjudice moral qui inclut l'angoisse d'être affecté d'une pathologie évolutive, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à une somme globale de 10 000 euros. Voilà. Tous ces éléments nous viennent de la grande instance d'appel de Marseille. Que je vous donne un exemple encore plus précis sur un agent qui est décédé le 20 mars 2011 à l'âge de 63 ans en raison d'un cancer de la vessie reconnu imputable au service. Son déficit fonctionnel temporaire sera calculé sur la base de 4 années de troubles urinaires. Donc, dès mars 2007, il avait été relevé un taux d'incapacité partielle de 25%, avec 2 hospitalisations qui correspondaient à une incapacité temporaire totale du 16 avril au 19 avril 2007 et du 4 au 16 mai 2009, plus 4 cures de chimiothérapie qui correspondent à une incapacité temporaire partielle de 50%. En plus de ces éléments-là, on a un amaigrissement et une fonte musculaire, une asthénie importante et une diminution des capacités physiques, un repli sur soi, ainsi qu'une anxiété et des troubles du sommeil qui nécessitent, pour la première fois de sa vie, des prescriptions d'anxiolytiques. Ce déficit fonctionnel temporaire aura été évalué à 20 150 euros. Les souffrances endurées sur la base de la nomenclature d'Antillac qu'on a vu juste avant aura pu être évalué à 18 000 euros. En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire et au définitif, donc les cicatrices, l'amaigrissement, le port d'une poche urinaire, il aura été évalué la réparation à la somme de 3 000 euros. Le préjudice d'agrément, il faisait de la pelote basque, il ne peut plus en faire, il pourra bénéficier d'une réparation à hauteur de 5 000 euros. De la même façon, le préjudice sexuel aussi a été pris en compte à hauteur de la somme de 5 000 euros. Le préjudice d'affection de la veuve qui a perdu son mari pourra être pris en compte et réparé à hauteur de 20 000 euros. Et le trouble dans les conditions d'existence de la veuve sera également réparé à hauteur de 12 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement, c'est-à-dire le préjudice qu'elle subit du fait d'avoir accompagné son mari dans sa maladie et jusqu'à son décès. Voilà. Tous ces éléments, c'est un exemple issu de la jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Paris. Voilà, ça nous permet de définir tous les préjudices extra-patrimoniaux et d'évaluer chacun des chefs de préjudice en détail. Et le juge va très loin. D'accord. On a vu les préjudices extra-patrimoniaux. Qu'en est-il des préjudices patrimoniaux? Alors, les préjudices patrimoniaux, on en a, c'est effectivement un poste de préjudice.
On a les besoins en assistance par tierce personne, on a les dépenses de santé actuelles et futures, on a les frais de logement ou de véhicules adaptés, on a la perte des gains professionnels ou encore l'incidence professionnelle. Alors, le juge administratif, hein, il considère que l'agent qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une rente viagère, ou d'une allocation de temporaire d'invalidité, il ne peut pas prétendre, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice des fonctions, à une indemnité qui répare la perte de ses revenus ou ceux qui ont une instance professionnelle. C'est-à-dire que l'agent qui n'a pas pu bénéficier d'une ATI ou d'une rente viagère ne peut pas prétendre à une indemnité qui repart ses préjudices patrimoniaux, mais seulement ceux qui vont prendre en compte les préjudices extra-patrimoniaux. Tout préjudice lié à l'accident maladie. Par exemple, un agent qui a heurté sur son lieu de travail un chariot qui lui provoque un traumatisme au genou gauche, ces préjudices patrimoniaux reposeront sur les frais postaux qu'il a engagés dans les 8 courriers adressés à l'employeur public et qui sont liés aux accidents, donc 30 €. Le déficit fonctionnel temporaire, donc en raison de la durée de l'incapacité temporaire totale et de la durée des déficits fonctionnels temporaires partiels, sera évalué à hauteur de 4 200 €. Les souffrances endurées, selon l'échelle de souffrance qu'on a vue juste avant, de 1 à 7, si elle est à 3,5, donc à la moitié, il pourra bénéficier d'une réparation de 5 000 €. Son préjudice d'esthétique temporaire, donc l'utilisation d'attelles et cannes anglaises durant le temps de sa convalescence, l'immobilisation de bras en écharpe, aura pu être évalué à 1 000 €. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, l'incapacité évaluée à l'expert médical est à 18%. Du coup, la réparation a pu être prise en compte à hauteur de 1 200 €. De la même façon, pour cet agent qui a heurté le chariot, son préjudice d'agrément en raison d'une impossibilité de poursuivre sa précédente activité de course à pied et de nager le crawl et la brasse pourra être indemnisé à hauteur de 3 000 €. Et enfin, par exemple, sur le préjudice esthétique permanent, si ce préjudice, selon l'échelle, il est de 1 sur 7, il pourra prétendre à une indemnisation de 900 €. Alors tout ça, c'est des éléments de jurisprudence en général. On va reposer sur, on va étudier, voir ce qui a pu être fait dans la jurisprudence et voir les montants qui ont été retenus en fonction des souffrances endurées ou en fonction des pourcentages d'incapacité qui ont été retenus. D'accord. Et comment l'agent peut-il demander ces réparations? Alors, pour demander ces réparations-là, comme toute demande indemnitaire qui est faite auprès de l'employeur, nécessairement, une démarche préalable doit être engagée auprès de l'employeur public. Donc, c'est l'article R 421-1 du Code de justice administrative qui le prévoit. S'il y a une requête qui tend au paiement d'une somme d'argent, elle ne peut être considérée comme recevable auprès du juge administratif si l'agent a déposé une requête préalable auprès de l'administration et l'administration a soit refusé cette indemnisation, soit explicitement, soit implicitement. Après, on a aussi un délai de 4 ans à partir du premier jour de l'année qui suit celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, qui permet de conditionner la recevabilité d'une telle demande. La procédure n'est pas très compliquée. Alors après, je vous parlais d'un refus de l'administration, c'est-à-dire que l'administration va soit accepter d'indemniser l'agent, soit refuser explicitement, soit refuser implicitement une telle indemnisation. Je vous montre ça par un schéma rapide. Si l'agent introduit une démarche préalable qui mentionne les chefs de préjudice, éventuellement comportement fautif de l'employeur, le montant des sommes qui sont demandées, qu'il envoie tout ça en RAR. Éventuellement, il peut demander un référé expertise. Mais si jamais l'administration accepte, elle peut en mettre en place un protocole transactionnel par lequel elle va procéder à l'indemnisation de l'agent. Si elle refuse, à ce moment-là, l'agent pourra déposer un recours au tribunal administratif en contestant le refus de l'employeur avec le recours au ministère d'avocats. Si par contre l'administration ne répond pas à ce moment-là, dans un délai de 2 mois à compter de la demande, l'agent pourra déposer
une contestation en raison du refus implicite de l'administration. Voilà pour la contestation de la responsabilité de l'administration ou du refus de responsabilité de l'administration. Voilà, alors on en a fini avec tous ces éléments de réparation.